Mes parents m'ont renié, parce que je me suis marié en dehors de leur race. 12 ans plus tard, ils m'ont appelé, ton beau-frère fait face à des accusations. Oblige ton mari avocat à arranger la situation. J'ai dit non. Pendant plus d'une décennie, j'avais accepté la réalité. Celle que mes parents ne me considéraient plus comme leur fille. Je n'éprouvais plus de rancœur, mais plutôt de l'indifférence. Ils avaient rendu leur décision tout à fait évidente, le jour où ils ont coupé les ponts avec moi. Ils ont choisi de ne reconnaître que ma sœur, car elle avait épousé l'homme qu'ils approuvaient. L'enfant prodige, celle qui fait son devoir. Moi, je m'étais marié par amour, mais, parce que mon conjoint était d'une ethnie différente. Ils me considéraient comme une honte. Ils ne se sont pas contentés de prendre leur distance, ils m'ont carrément éliminé de leur vie. Aucune invitation, pas d'appel à Noël, pas de nouvelles. C'était comme si je n'avais jamais existé. Et, honnêtement, je le vivais bien. Mon mari et moi avons construit notre vie, sans eux. Nous étions heureux, prospères, et bien loin de leurs croyances dépassées et restrictives. Cela faisait environ une décennie que je n'avais pas pensé à eux. Mais, un soir tranquille, mon téléphone a vibré. C'était ma mère. J'ai failli l'ignorer, mais la curiosité l'a emporté. J'ai immédiatement regretté d'avoir répondu. Elle n'a pas commencé par des politesses. Aucun, comment vas-tu? Rien n'indiquait que nous n'avions pas communiqué, depuis des années. Au lieu de cela, son ton paniqué et urgent est allé droit au but, elle avait besoin de mon aide. Pendant un court instant, j'ai ri. L'audace pure de cette femme, qui m'avait rejeté comme une simple nuisance. Et qui agissait maintenant comme si de rien n'était. J'allais raccrocher, mais quelque chose dans sa voix m'a fait changer d'avis. Il y avait de la terreur. Je lui ai demandé pourquoi elle appelait, et là, elle l'a dit. Le mari de ma sœur faisait face à des problèmes judiciaires, des problèmes graves. Le genre qui fait la une des journaux, le genre qui détruit des vies, et il voulait que mon mari, un avocat très réputé, prenne sa défense. J'ai failli lâcher le téléphone. C'était là le seul motif assez puissant, pour la pousser à me contacter. Non pas parce qu'elle regrettait la façon dont elle m'avait traité. Ni parce qu'elle voulait réparer notre lien. Mais parce que la vie de son enfant chéri s'effondrait. Et, soudainement, je me suis de nouveau senti utile. Je l'ai laissé continuer un moment. Détaillant comment le mari de ma sœur avait été accusé de quelque chose d'horrible. Elle disait que tout n'était qu'un malentendu, qu'il avait besoin d'une défense solide. Et que tout le monde savait que mon mari était le meilleur. Je suis restée silencieuse, la laissant tourner en rond, avant de l'interrompre. Je lui ai dit non. Un silence de mort s'est installé à l'autre bout du fil. Elle a bafouillé, prise au dépourvu. Comment pouvais-je dire non? Est-ce que je ne me souciais pas de ma famille? Est-ce que je ne réalisais pas la gravité de la situation? Je lui ai rappelé que, selon eux, je ne faisais pas partie de la famille. J'avais été jeté dehors comme si je n'étais rien, tout cela parce que j'avais osé me marier. Contre leurs attentes. Ils n'avaient qu'une seule fille, n'est-ce pas? Il était donc temps, pour leur fille unique, de se débrouiller par elle-même. Sa voix est devenue stridente, et agressive. Elle m'a accusé d'être égoïste, de m'accrocher au passé, de ne pas avoir de cœur. Et d'une variété d'autres choses. Je lui ai dit qu'elle avait fait son lit, et qu'elle n'avait plus qu'à s'y coucher. J'ai coupé court à la conversation, avant qu'elle ne puisse ajouter quoi que ce soit, et... Pendant un moment, je suis resté assise là, serrant fort mon téléphone. Mon cœur battait la chamade, mais pas de désespoir. C'était de la rage. Leur hypocrisie m'exaspérait au plus haut point. Ils avaient passé des années à prétendre que je n'existais pas. Et maintenant, puisqu'ils avaient besoin de quelque chose, on attendait de moi que je sois leur sauveuse. J'ai secoué la tête, reposant mon téléphone, avec la ferme intention d'oublier toute cette histoire. Mais l'univers n'en avait pas encore fini avec moi. Et puis, pourquoi blâmer l'univers? C'était ma propre idiotie, d'avoir répondu à ce téléphone. Moins de 2 heures plus tard, mon téléphone a sonné à nouveau. Un autre numéro familier. Cette fois,
c'était ma sœur. J'ai envisagé de l'ignorer, mais je voulais lui dire non en face, alors j'ai décroché. Contrairement à ma mère, ma sœur n'a pas commencé par du désespoir. Elle a commencé avec une chaleur feinte, comme si elle n'avait pas été tout à fait ravie. En laissant nos parents me renier. Elle s'est enquise de mon bien-être, de ce qu'était devenu ma vie. Et de savoir si j'étais heureuse ou non. Je l'ai laissé jouer son jeu 1 minute, avant de la couper. Je lui ai dit d'en venir au fait, et les larmes ont commencé. Elle a déclaré qu'elle avait peur, qu'elle ne savait pas quoi faire. Et que sa vie idéale s'effondrait. Elle m'a demandé de prier mon mari de gérer la situation. Quand je lui ai demandé pourquoi elle pensait que je ferais ça, elle a reniflé. Et a répondu que c'était parce qu'elle était ma sœur. J'ai ri. Elle n'avait jamais été ma sœur, quand cela comptait vraiment. Elle ne m'a jamais défendu, ni tendu la main, quand nos parents m'ont renié. Elle n'a jamais essayé d'arranger les choses. Elle avait vécu béatement dans son petit cocon, tandis que j'étais considéré comme une tâche. Sur l'honneur de la famille. Et maintenant, elle était de nouveau ma sœur. Je lui ai dit qu'elle ne manquait pas de culot. Elle a essayé de me faire culpabiliser. Affirmant que même si nous ne nous étions pas parlé depuis des années, je devais comprendre ce qu'elle traversait. Que moi, plus que quiconque, je devais savoir ce que ça fait d'être abandonné. Ça m'a presque fait exploser. Je lui ai dit qu'elle n'avait pas le droit de comparer ma douleur à la sienne. Moi, j'avais été abandonné, simplement parce que j'existais. Elle était abandonnée parce qu'elle avait choisi de partager sa vie avec quelqu'un qui s'est avéré être un monstre. Il y avait une différence. Elle a pleuré, affirmant qu'elle ne savait pas. Qu'elle n'avait aucune idée des affaires de son mari, et qu'elle était aussi une victime. Je lui ai dit que je m'en fichais. Elle m'a supplié de reconsidérer ma décision, mais je lui ai dit que mon choix était fait. Puis, juste au moment où je m'apprêtais à raccrocher, j'ai ajouté une dernière chose. Je lui ai dit que c'était peut-être son karma. J'ai raccroché, avant qu'elle ne puisse répondre. Je me suis adossé, me sentant étrangement satisfaite. Pas heureuse, car toute cette situation était terrible, mais satisfaite de voir qu'ils devaient. Enfin, faire face aux conséquences de leur comportement. Ils devaient affronter les répercussions de leurs décisions. J'avais passé des années à être traité comme si je n'existais pas. Je m'assurais enfin qu'ils comprennent ce que ça fait. Mise à jour 2. Je pensais que ce serait la fin de l'histoire. J'avais rendu ma position claire, à 2 reprises. Ma mère et ma sœur n'arrivaient pas à croire que je ne courais pas à leur secours. Mais j'avais sous-estimé leur désespoir. Mon mari m'a réveillé le lendemain matin, avec une expression irritée. Il venait de vérifier son téléphone, et avait vu plusieurs appels manqués. Ainsi que des messages de mes proches. Ma mère, ma sœur, et même quelques membres de la famille élargie avaient choisi de le confronter personnellement, le suppliant de prendre l'affaire du mari de ma sœur. Il s'est assis sur le bord du lit, parcourant les messages, tout en secouant la tête. Il en a lu quelques-uns à haute voix, principalement de ma mère et de ma sœur, qui le suppliaient. Une tante a également envoyé un mot très manipulateur. Tentant de jouer la carte de « la famille se serre les coudes ». J'ai gémi, et me suis massé les tempes. C'était absolument pitoyable. Après toutes ces années, il n'avait jamais accepté mon mari comme un membre de la famille. Il était la raison pour laquelle j'avais été exclu, en premier lieu. Néanmoins, il n'avait plus aucune honte à solliciter son aide. Mon mari m'a demandé si je voulais qu'il réponde, et j'ai refusé. Je préférais gérer les choses moi-même. J'ai bondi du lit, j'ai attrapé mon téléphone, et j'ai immédiatement contacté ma mère. Elle a répondu à la première sonnerie, comme si elle attendait mon appel. Elle s'est lancée directement, se comportant comme si nous avions une simple discussion. Plutôt qu'une confrontation qu'elle avait provoquée. Elle a dit qu'elle comprenait que je sois en colère, mais que je devais mettre mes émotions de côté. Pour me concentrer sur ma sœur. Elle a ajouté que, malgré tout, je faisais toujours partie de la famille. Et que la famille s'entraide. J'ai lâché un petit rire amer.
Et je lui ai demandé à quel moment j'avais cessé d'être de la famille. Était-ce lorsqu'elle m'a rejeté, a refusé d'accepter mon mariage? Et a prétendu que je n'existais plus pendant plus de 10 ans? Elle est restée silencieuse, puis a soupiré, comme si j'étais dur exprès. Elle a déclaré qu'elle n'était pas fière de ce qui s'était passé autrefois, mais que ce soir, il ne s'agissait pas du passé. Cela concernait l'avenir de ma sœur. J'ai secoué la tête, sentant ma rage monter. Je l'ai informé que ma sœur avait fait son lit. Elle avait épousé l'homme idéal, celui qu'ils avaient choisi pour elle. Elle avait suivi leurs instructions, et fait tout exactement comme ils le désiraient. Et maintenant que tout s'effondrait, ils s'attendaient à ce que moi, l'étrangère, je vienne la sauver. Elle a réagi en disant que j'étais méchante. Et que j'avais tout à fait le droit d'être furieuse concernant le passé. Mais que ce n'était pas le moment d'être mesquine. Mesquine, c'est le terme qu'elle a utilisé. Je lui ai demandé si elle croyait vraiment que je faisais preuve de mesquinerie. Je lui ai rappelé qu'il m'avait enlevé ma famille, au moment où j'en avais le plus besoin. Que je m'étais marié sans eux, que j'avais construit une vie sans eux. Que j'avais appris à exister en sachant que j'étais morte pour eux, et que maintenant, quand ça les arrangeait, je redevenais soudainement de la famille. Elle a hésité, avant de dire quelque chose qui m'a glacé le sang. Elle a dit que le cas du mari de ma sœur était délicat, et que s'il allait en prison, cela ruinerait la vie de ma sœur. Elle a concédé que les choses s'annonçaient mal, mais qu'avec la défense appropriée, il pourrait obtenir une peine réduite, ou peut-être être totalement libéré. J'étais stupéfaite. Quand je lui ai demandé si elle se souciait de savoir s'il était coupable ou non, elle a bredouillé, et a dit que les allégations étaient sérieuses. Oui, mais cela ne voulait pas dire que c'était un homme horrible. Il avait fait des erreurs, mais il méritait une seconde chance. Je me suis moqué, me demandant si elle aurait ressenti la même chose. Si mon mari avait été dans sa situation. Silence. Je l'ai poussé dans ses retranchements. En lui disant que si mon mari faisait face à ces accusations, elle n'appellerait personne à l'aide. Elle l'utiliserait comme preuve, pour montrer que j'avais pris la mauvaise décision dans la vie. Elle dirait à tout le monde à quel point j'avais embarrassé la famille. Nouveau silence. J'ai ricané, secouant la tête. Et je lui ai dit qu'elle et ma sœur avaient passé tellement de temps dans leur petite bulle, qu'elle pensait pouvoir se sortir de n'importe quelle situation, en déformant les faits, en trouvant des excuses, et en s'attendant à ce que le monde se plie à leurs caprices. Mais la réalité ne fonctionnait pas comme ça. Elle a fini par craquer, déclarant que si je n'allais pas les aider, la moindre des choses était d'arrêter d'être aussi arrogante. Je lui ai dit que je n'étais pas arrogante. J'étais dégoûté. Elle a de nouveau essayé de me faire culpabiliser, affirmant que ma sœur s'effondrait. Qu'elle était terrifiée, seule. Et qu'elle ne méritait pas de souffrir à cause des fautes de son mari. Je l'ai informé que ma sœur avait fait un choix. Elle avait décidé de couper les ponts avec moi, puisque c'était ce qu'il voulait. Elle avait décidé de garder le silence, après que j'ai été renié. Plus important encore, elle avait décidé de construire sa vie. Avec un type qui faisait maintenant face à des accusations pour une chose horrible. Elle n'avait aucun problème à prendre des décisions qui l'avantageaient, mais maintenant, elle devait vivre avec. Ma mère pleurait à ce stade, affirmant qu'elle n'aurait jamais imaginé que je puisse être aussi insensible. J'ai gémi, et je me suis massé les tempes. Je l'ai informé que je n'étais pas sans cœur. J'en avais juste fini. Il n'était plus ma famille. Il ne signifiait plus rien pour moi. Sur ce, j'ai mis fin à l'appel. J'ai laissé tomber mon téléphone sur le lit, et j'ai expiré profondément. Mon mari m'a observé un instant, avant de me demander si j'allais bien. Je me suis tourné vers lui, me sentant à la fois fatiguée, et plus légère. Je lui ai dit que j'allais super bien, mieux que bien. J'avais tourné la page de manière définitive, il y a environ 10 ans. Je n'étais plus une enfant, soucieuse de plaire. Pendant si longtemps, une petite partie de moi se demandait si mes parents pensaient à moi. S'ils regrettaient de m'avoir exclu, s'ils souhaitaient parfois que les choses soient différentes. Maintenant,
j'avais une réponse. Ils ne se souciaient que de leurs propres besoins, et je ne leur offrirais jamais rien de plus. Mise à jour 3. Je pensais qu'après ma dernière conversation avec ma mère, ils allaient enfin comprendre le message. J'avais tout mis sur la table. J'en avais fini. Je n'allais pas intervenir, ni épargner à sa fille chérie les répercussions de ses actes. Mais, bien sûr, j'avais sous-estimé à quel point ma famille pouvait se montrer désespérée. Et capricieuse. Ma sœur m'a envoyé un message, 3 jours après notre dernier appel. C'était bref, et direct. Elle disait qu'elle comprenait ma colère, mais que je devais arrêter d'être égoïste. Égoïste ? J'ai éclaté de rire en lisant cela. La femme qui était restée sagement assise, quand nos parents m'avaient effacé de leur vie. La femme qui avait récolté toutes les récompenses de la fille parfaite et obéissante. Me traitait maintenant d'égoïste, parce que je refusais de réparer ses pots cassés. J'ai ignoré le message. Si c'était là sa conception de l'égoïsme, je n'avais aucun problème à l'incarner. Mais ensuite, un autre message est arrivé. Et elle est passée de la culpabilisation à l'exigence pure et simple. Elle disait que cela me plaise ou non, j'avais le devoir de l'aider. Elle affirmait que j'étais cruel de la laisser souffrir. Alors que j'avais le pouvoir de remédier à la situation. De réparer les choses. J'ai fixé ces mots pendant un long moment, comme s'il ne s'agissait que d'un petit contretemps. Comme si son mari n'avait pas commis de crime, comme si tout tournait autour d'elle. Et non des personnes qui l'avaient lésée. J'ai finalement répondu par une seule phrase. Je l'ai informée qu'elle devait se débrouiller seule. Et, encore une fois, j'ai cru à tort que l'histoire s'arrêtait là. Mais le lendemain, ma mère a contacté mon mari, et cette fois, elle n'a pas utilisé la culpabilité ou la manipulation. Elle a réagi avec colère. Elle a exigé de savoir pourquoi il ne faisait rien. Elle a expliqué qu'en tant qu'avocat, il avait le devoir de défendre ceux qui en avaient besoin. Et qu'ayant épousé un membre de cette famille, il était donc responsable de leur protection. J'étais assise à côté de lui, quand elle a téléphoné. Je pouvais entendre tout ce qu'elle disait, via le haut-parleur. Mon mari l'a laissé divaguer, le visage totalement serein. Avec une patience qui frisait l'incroyable. Quand elle a enfin fait une pause pour reprendre son souffle, il lui a simplement posé une question. Il lui a demandé si elle s'imaginait qu'il travaillait gratuitement. Silence. Puis elle a bafouillé, expliquant qu'il ne s'attendait évidemment pas à un service gratuit. Mais qu'il pouvait sûrement, tout simplement. Il l'a coupé, en expliquant que, d'abord et avant tout, il n'était pas un avocat de la défense pénale. Il a précisé que même s'il avait voulu prendre l'affaire, ce qui n'était pas le cas, cela ne relevait pas de son domaine de compétence. Ensuite, il a ajouté que, même s'il était le meilleur avocat de la défense au monde, il n'aiderait pas le mari de ma sœur. Il a déclaré que peu importe combien il le suppliait, le faisait culpabiliser, ou criait, cela ne changerait rien à la fin. Sa réponse était non. Ma mère était indignée. Elle a répondu qu'elle avait toujours bien compris qu'il n'était pas vraiment un membre de la famille. Mais qu'elle espérait qu'il aurait la décence de mettre sa fierté de côté. Pour le bien de la sœur de sa femme. Mon mari n'a pas pris la peine de discuter. Il s'est contenté de l'informer qu'elle devait trouver un avocat prêt à s'occuper de l'affaire. Et il a raccroché. J'étais furieuse. Non pas parce qu'elle avait tenté de l'influencer, je m'y attendais, mais parce que, même maintenant, après tout ce qui s'était passé, elle avait l'arrogance d'agir comme si mon mari n'était pas assez bien. Elle ne l'avait jamais apprécié, ni accepté. Cependant, maintenant qu'elle avait besoin de lui, elle voulait qu'il laisse tout tomber. Pour la servir. C'était horrible. J'étais tellement enragé que j'ai rappelé ma mère. Je ne lui ai même pas laissé l'occasion de commencer à parler. Je lui ai demandé si elle avait perdu la tête. Je lui ai demandé si elle croyait vraiment qu'elle pouvait insulter mon mari pendant près d'une décennie, avant de faire volte-face. Et d'exiger son aide. Elle a instantanément essayé de jouer la victime. Affirmant qu'elle essayait seulement de faire ce qui était le mieux pour ma sœur.
Je l'ai coupé, en lui disant que je me fichais de ce qui était le mieux pour ma sœur. Je lui ai rappelé que ma sœur, tout comme ma mère, avait pris ses propres décisions. Je lui ai crié dessus, lui disant que c'était elle qui avait décidé que je ne faisais plus partie de la famille. C'était sa décision. Elle avait fait son lit. Alors, pourquoi pleurait-elle à l'idée d'y dormir? Elle a fait une pause pendant un instant, avant de faire quelque chose qui m'a absolument stupéfaite. Elle a fondu en larmes, non pas des larmes trompeuses et manipulatrices. Non pas le genre de larmes faites pour me faire culpabiliser. Pour la première fois en près de 10 ans, ma mère avait l'air terrifiée. Elle a continué d'insister sur le fait que ce n'était pas ainsi que les choses devaient se passer. Que ma sœur avait tout fait correctement, qu'elle avait épousé le bon homme, fondé la vie idéale. Et suivi toutes les règles. Elle prétendait ne pas comprendre comment tout avait pu si mal tourner. Et à cet instant précis, j'ai vu les choses avec une clarté limpide. Ma mère avait passé sa vie entière à croire que, si elle contrôlait tout de A à Z, et forçait les choses à aller dans son sens, rien ne pourrait aller de travers. Elle avait structuré toute la vie de ma sœur, pour s'assurer qu'elle soit conforme à sa vision. Et maintenant, cette vision s'était effondrée. Elle ne savait pas comment gérer la situation. Pour la première fois, elle vivait ce que j'avais traversé toutes ces années auparavant. Ce que ça fait de voir la vie qu'on s'est construite nous être arrachée. La différence, c'est que moi, je m'étais adapté. J'avais trouvé le bonheur ailleurs. Elle n'avait rien d'autre. J'ai poussé un profond soupir. Et j'ai dit que c'était peut-être la façon pour l'univers de lui donner une leçon. Que peu importe à quel point elle essayait de tout contrôler. La vie trouvait toujours un moyen de faire redescendre les gens sur terre. Je l'ai informé que, bien que je sois peiné de ce qui arrivait à ma sœur, je n'étais pas pour autant disposé à résoudre le problème. Elle m'a demandé si cela signifiait que j'allais vraiment la laisser souffrir. J'ai déclaré que je n'étais pas celle qui causait sa souffrance. Ce sont ses propres actions qui en étaient responsables. J'ai raccroché. Je suis resté assise là, pendant un long moment, à regarder mon téléphone. Tout en ressentant un mélange de sentiments bizarres, je n'étais ni heureuse, ni satisfaite. Je ne sais pas trop ce que c'était. Mise à jour 4. Après mon dernier contact avec ma mère, j'ai pensé qu'elle avait enfin compris que je n'allais pas les aider. Que peu importe combien elle suppliait, pleurait, ou tentait de me faire culpabiliser. Je n'étais plus un pion, dans leur petit univers idéal. Mais j'aurais dû m'en douter. Quand des individus désespérés réalisent qu'ils n'ont pas d'échappatoire, ils deviennent irresponsables. Ça a commencé doucement. J'ai manqué quelques appels de numéros inconnus. Puis j'ai reçu des messages de personnes à qui je n'avais pas parlé depuis des années. De vieux amis de la famille, et des parents éloignés. Au début, je les ai ignorés. Mais un message a fini par attirer mon attention. Il venait de ma tante. Elle avait toujours été l'un des rares membres de la famille à rester impartiale. Et elle n'avait jamais ouvertement soutenu le choix de mes parents. Celui de couper les ponts avec moi. Cependant, elle ne s'était jamais non plus confrontée à eux. Elle gardait simplement le silence. Ça ne la regardait pas. Son message était sans détour. Elle a dit qu'elle n'avait aucune idée de ce qui se passait. Mais que ma mère l'avait appelée à l'improviste, en pleurs, et avait affirmé que je les punissais. Elle et ma sœur, pour quelque chose qu'elles avaient fait par le passé. Elle a continué. Ma mère racontait aux gens que j'étais rancunière, et que je refusais d'aider par dépit. Que mon mari et moi tournions délibérément le dos à la famille, les regardant souffrir. Alors que nous avions le pouvoir de tout arranger. J'ai dû étouffer un rire en lisant ça. La façon dont elle déformait la réalité, pour se faire passer pour la victime, était tout simplement remarquable. J'ai répondu à ma tante, en rétablissant la vérité. J'ai expliqué pourquoi mes parents m'avaient renié, à l'origine. Je lui ai rappelé toutes les fois où j'avais tenté de reprendre contact. Pour finalement être ignoré, rabaissé, ou considéré comme une erreur. Ensuite, je lui ai révélé la véritable raison pour laquelle ils imploraient mon aide. Je lui ai parlé du mariage de ma sœur,
de ce que son mari avait fait. Et de la façon dont ma mère se souciait uniquement de préserver son petit monde parfait. Pour éviter qu'il ne s'effondre. Il y a eu un long silence, avant que ma tante ne réponde. Elle a admis qu'elle n'avait aucune idée, que les choses étaient devenues aussi terribles. Elle a déclaré qu'elle aurait aimé s'exprimer plus tôt. Mais je lui ai répondu qu'il était trop tard pour les regrets. Je pensais que c'était là le pire. Mais, environ une semaine plus tard, ma sœur s'est présentée à ma porte. Je n'ai aucune idée de la façon dont elle a obtenu mon adresse. Je suis resté là, choqué, tandis qu'elle me fixait avec des yeux rouges et gonflés. Le corps tout entier tremblant. Elle m'a demandé de l'écouter. Je ne voulais pas la laisser entrer, mais je savais qu'elle ne partirait pas. Avant d'avoir dit ce qu'elle avait à dire. Alors, je me suis écarté, je l'ai informée qu'elle n'était pas la bienvenue ici. Et qu'elle devait faire vite. Elle s'est assise à la table de ma cuisine. Les mains serrées si fort que ses jointures en étaient blanches. Elle a dit qu'elle avait fait une erreur. Elle a déclaré qu'elle avait été lâche pendant toutes ces années. Faisant tout ce que nos parents voulaient, au lieu de prendre ma défense. Elle a affirmé n'avoir jamais imaginé qu'elle se retrouverait de l'autre côté. Suppliant pour de l'aide, avec l'impression que toute sa vie partait en lambeaux. Je me suis assise en face d'elle, les bras croisés, attendant qu'elle en vienne au fait. Elle a fini par poser la question. Elle voulait savoir si mon mari pouvait faire quoi que ce soit. Pour aider son époux à obtenir une réduction de peine. Je l'ai regardée avec stupéfaction. Après tous ces mensonges et ces tromperies, après m'avoir exclu pendant plus d'une décennie. Elle avait l'audace de me demander ça. Je lui ai demandé, si elle se rendait compte de ce qu'elle disait. Je lui ai demandé si elle comprenait qu'elle ne cherchait pas seulement des conseils juridiques. Elle me demandait de l'aider à couvrir un homme qui avait commis un acte atroce. Son visage s'est plissé. Elle a dit qu'elle comprenait à quel point c'était horrible. Mais qu'elle ne savait pas quoi faire d'autre. Elle n'arrêtait pas d'insister. Répétant qu'elle n'était pas assez forte pour affronter cela toute seule. J'ai pris une grande inspiration, et je me suis forcé à rester calme. Je l'ai informée qu'elle n'avait aucune idée, de ce que ça faisait d'être seule. Je lui ai expliqué que lorsque j'ai été renié, sans famille ni soutien, j'ai dû repartir de zéro. J'ai dû apprendre à voler de mes propres ailes, et je lui ai rappelé que les choses ont empiré. Au moment où j'ai décidé de me fiancer. Je lui ai rappelé qu'elle avait passé sa vie entière à se cacher derrière nos parents. Les laissant prendre toutes les décisions à sa place. Même si tout s'effondrait, elle cherchait encore quelqu'un d'autre pour nettoyer son gâchis. Elle a secoué la tête, la voix tremblante, et elle a affirmé que ce n'était pas juste. Et que je ne comprenais pas. J'ai abattu mes poings sur la table. Je lui ai dit qu'elle n'avait pas le droit de parler de justice. La justice, ça aurait été que nos parents nous traitent de manière égale. La justice, ça aurait été que ma famille me soutienne, au lieu de me rejeter. La justice, ça aurait été qu'elle prenne ma défense quand j'avais besoin d'elle. Au lieu de rester muette. Elle a tressailli, comme si je l'avais frappée. Je l'ai informée que la seule raison pour laquelle elle était assise chez moi, en ce moment, c'était parce qu'elle n'avait pas d'autre choix. Et non parce qu'elle avait soudainement développé de l'affection pour moi. Elle a tenté de protester, mais je l'ai coupée. Je lui ai dit que si elle voulait améliorer sa vie, elle devait en assumer la responsabilité. Elle devait arrêter de courir vers les autres, et affronter la réalité. Et la vérité, c'est que son mari avait fait quelque chose de terrible. Aucun avocat, surtout pas le mien, n'allait effacer ça d'un coup de baguette magique. Elle a sangloté. Elle a affirmé qu'elle ne savait pas quoi faire, ni comment s'en sortir. Alors, j'ai pris une grande inspiration, et je lui ai dit toute la vérité. Je lui ai dit qu'elle allait devoir apprendre à s'en sortir seule, tout comme moi. Elle a levé les yeux vers moi, dévastée, puis s'est levée. Elle s'est essuyé les yeux, et a franchi la porte sans dire un mot de plus. Je suis resté assise longuement, fixant la chaise vide où elle s'était assise. Je savais qu'elle avait espéré un miracle. Mais les miracles n'arrivent pas à ceux qui ne pointent le bout de leur nez. Que lorsqu'ils ont besoin de quelque chose.
Et je n'étais pas une solution de secours. Mise à jour 5. J'aurais dû le voir venir. Ma mère avait supplié en premier, suivie par les larmes de ma sœur. Mon père, lui, se tenait sur le pas de ma porte, comme si la propriété lui appartenait. Je ne l'avais pas vu depuis plus d'une décennie. L'homme qui m'avait jadis informé que je n'étais plus sa fille. L'homme qui avait refusé d'accepter mon mariage. Et qui avait parlé à mon mari comme s'il n'était rien de plus qu'une erreur stupide. Que j'allais amèrement regretter. L'homme qui avait permis à ma mère et à ma sœur de m'effacer de leur vie. Sans la moindre hésitation, et qui avait même poussé dans ce sens. Et il était là. Je l'ai observé par le Judas pendant un moment, essayant de décider. Si j'aurais la patience de supporter les conneries qu'il s'apprêtait à déverser. Ce n'était pas le cas, mais j'ai quand même ouvert la porte. Car je savais que mon père n'était pas du genre à partir sans faire de bruit. Lorsqu'il m'a remarqué, son expression a oscillé entre l'irritation et un dédain à peine dissimulé. J'ai gardé un visage de marbre. Il n'allait pas m'intimider, peu importe ses efforts. Je me suis préparé à la diatribe moralisatrice qu'il avait prévue. Mais il n'a même pas fait l'effort de me saluer. Il m'a à peine jeté un regard, avant d'ajuster sa posture. Redressant les épaules comme s'il se préparait à quelque chose d'important. Puis, il a déclaré qu'il était venu voir mon mari, pour une discussion d'homme à homme. Il m'a parlé comme si je n'étais rien, comme si ce n'était pas moi qui me tenais devant lui. Comme si je n'avais pas construit cette maison, bâti cette vie. Et comme si je n'avais pas le droit de lui claquer la porte au nez. J'ai senti ma main se crisper, sur le chambranle de la porte. Je comprenais son petit jeu. Ce n'était pas seulement parce que mon mari était avocat. Il s'agissait de contrôle, c'était une façon de me rappeler que, de son point de vue, j'étais toujours cette simple fille rebelle qu'il avait humiliée, qui n'avait aucun pouvoir. Et qui n'était pas assez importante pour qu'on s'adresse à elle personnellement. C'était le même ton arrogant, celui qu'il avait utilisé tout au long de mon enfance. Ma colère a jailli, forte et perçante. Mais je l'ai ravalée. Je n'allais pas lui donner cette satisfaction. Je ne lui donnerais pas la réaction qu'il espérait. Alors, j'ai pris une profonde inspiration, j'ai stabilisé ma voix. Et je lui ai dit exactement ce qu'il avait besoin d'entendre. Je lui ai dit que j'allais appeler la sécurité. Pas de cris, pas de dispute, pas de confrontation théâtrale, juste un rejet froid et limpide. Son regard a vacillé un instant. Et ses lèvres se sont entr'ouvertes comme s'il voulait dire quelque chose. Mais je ne lui en ai pas laissé l'occasion. Je lui ai fermé la porte au nez, et ce fut la fin de l'histoire. Je suis resté planté là un moment, les poings serrés le long du corps. Et le cœur battant à tout rompre dans ma poitrine. J'avais envie de crier. J'avais envie de balancer quelque chose. J'avais envie de retourner dehors. Et de lui cracher tout ce que je retenais depuis près d'une décennie, mais je ne l'ai pas fait. Car il ne le méritait pas. Au lieu de ça, j'ai détourné le regard. Laissant le poids de ce qui venait de se passer retomber sur moi. Je l'ai entendu dehors, s'attardant pendant de longues secondes. Sans doute surpris que je ne l'ai pas laissé faire irruption de force dans ma maison. Puis, il a fini par s'en aller. Il était bien trop fier. Pas un seul mot, aucune menace, pas de grande déclaration, juste le bruit de ses pas. Qui s'éloignait dans mon allée. J'ai eu l'impression d'avoir vraiment gagné. Non pas parce que je l'avais blessé. Ni parce que j'avais dit quelque chose de tranchant ou de méchant. Mais parce que je n'avais pas joué à son jeu. Il était venu ici en s'attendant à une bataille. Il s'attendait à ce que je proteste, que j'élève la voix, et que je le supplie de me remarquer. Au lieu de cela, je l'ai traité exactement comme ce qu'il était devenu, un étranger. Et c'était là la chose la plus difficile à supporter pour lui. Ce soir-là, je me suis assise sur le canapé avec mon mari, essayant de digérer ce qui s'était passé. Il a su que quelque chose n'allait pas, dès l'instant où je suis rentré à l'intérieur. Il a pu le lire sur mon visage, dans la façon dont ma main tremblait légèrement. Lorsque j'ai posé mon téléphone. Alors, je lui ai tout raconté, et ce fut tout. J'avais désormais la ferme intention
de tourner définitivement la page.